messieurs, très heureux de vous accueillir. Soyez les bienvenus dans notre émission d'Ado Kids Night, le premier aventure de la night. Bip bip, olé. Très heureux de vous accueillir. Nous poursuivons notre émission et nous allons bientôt la clôturer. Dans un instant, voici votre 22h30 aventurier, votre numéro d'aventure qui va vous proposer un programme incroyable. Restez avec nous, nous allons parler d'un célébrissime aventurier. Alors ne bougez pas, vous êtes bien sûr avec Kids TV, le meilleur de la jeunesse télévisuelle disponible sur vos tablettes, vos smartphones et vos écrans d'ordinateur, et vous regardez avec intérêt le 21h30, nouvelle génération Ado Kids Night, le rendez-vous d'aventure de la night. Bip bip, olé. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h pour ce programme et vous êtes les bienvenus. C'est parti, en route, il est 22h30. Bonsoir à tous, madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue pour ce 22h30 aventurier, votre premier grand rendez-vous d'aventure de la night sur Ado Kids TV, le meilleur de la jeunesse télévisuelle, disponible sur vos tablettes, vos smartphones et vos écrans d'ordinateur. Nous allons nous intéresser à un nouvel aventurier dans ce 22h30 dans votre programme phare du 21h minuit, nouvelle génération Ado Kids Night. Le premier grand rendez-vous d'aventure de la night. Bip bip, Wally. Très heureux de vous accueillir. Eh bien, ce soir, nous allons parler, vous l'avez vu, hier, on a parlé de Vasco de Gama. Nous allons également parler de Christophe Colomb et encore bien d'autres grands aventuriers. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à Fernand de Magellan, qu'on connaît plus sous le nom de Magellan. Et d'ailleurs, ça se donne en castillan Fernando de Magellanes, qui est né vers 1480 probablement à Porto, et il est mort le 27 avril 1521 sur l'île de Mactan. Ça correspond aux actuelles Philippines. C'est un navigateur et un explorateur portugais de l'époque, des grandes découvertes passées au service de la couronne de Castille, avec le projet d'atteindre les Indes orientales, notamment les îles Moluques en Indonésie, en naviguant vers l'ouest, ce qui était le projet inabouti de Christophe Colomb en 1492. Magellan espère donc trouver un passage de l'océan Atlantique à l'océan oriental auquel il donnera le nom d'océan Pacifique. Parti de Séville en 1519, il longe la côte d'Amérique du Sud, rencontre un peuple inconnu qu'il nomme Patagon, puis guidé par des pêcheurs indigènes fuégiens, franchit très au sud des terres connues le passage qui portera le nom de détroit de Magellan. Il traverse l'océan Pacifique dans sa plus grande largeur et atteint les îles Philippines, où, s'impliquant directement dans un conflit entre chefs indigènes, il est tué au combat en avril 1521. Son escadre, réduite à 2 navires, atteint ensuite les Moluques, seul endroit au monde où on pousse les girofliers, et après avoir chargé une cargaison, se sépare. Son lieutenant Juan Sebastián Elcano ramène son navire à Séville en passant par le cap de Bonne-Espérance, c'est-à-dire en traversant la zone attribuée au Portugal par le traité de Tordesillas en 1493, ce qui implique de ne jamais faire escale. Il réalise ainsi la première circumnavigation de l'histoire, mais au prix de nombreux morts. L'autre navire repartant vers le détroit de Magellan tombe aux mains des Portugais, faute de trouver des alizés favorables. Bien que Magellan n'ait pas été au terme de son périple, il a souvent été considéré comme le premier homme à avoir accompli le tour du monde. D'autres réservent cet honneur à Elcano et ses autres compagnons rentrés en Europe, ou encore à Enrique, un serviteur malais que Magellan avait ramené d'un précédent voyage. Ce voyage est connu par le récit de l'italien Antonio Pigafetta, un des membres de l'expédition, publié à partir de 1526 et par d'autres documents d'époque.
Contrairement à certaines idées reçues, la sphéricité de la Terre était admise dans les milieux savants de l'Europe du Moyen Âge, notamment par les gens d'Église. Pour Platon et Aristote, la sphéricité de la Terre était un fait certain. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, déjà Ératosthène en avait mesuré la circonférence avec une exactitude remarquable et le géographe Claude Ptolémée, au IIe siècle, se place dans son prolongement. Ce savoir perdure durant tout le Moyen-Âge, notamment grâce aux écrits d'Isidore de Séville au VIe siècle, ainsi que ceux d'Aristote, la grande référence des universités médiévales. Le traité de la sphère de Johannes de Sacrobosco, écrit à Paris en 1224, est largement diffusé dans les cercles savants sans que l'Église y trouve à redire. Ce qui est parfois mis en doute, c'est notamment la possibilité pour des hommes de vivre aux antipodes, par exemple par saint Augustin, mais il ne conteste pas la sphéricité de la Terre. Quant à Thomas d'Aquin, il disait s'aligner sur les Écritures pour ce qui concernait la foi et sur les savants reconnus comme Aristote pour les choses de la nature. Ce qui s'oppose, selon la vision d'Aristote, une Terre sphérique. Le plus ancien globe terrestre conservé a été réalisé à Nuremberg par Martin Behaim en 1492. Le problème concerne non pas la forme de la Terre, mais sa situation dans l'univers, au centre selon la quasi-totalité des savants. Cette théorie ne va être remise en cause qu'un peu plus tard par Copernic en 1543 ou encore Galilée. Au cours du Moyen-Âge, les classes dirigeantes européennes ont développé un goût pour les épices exotiques, ce qui a favorisé, outre l'intérêt des géographes, celui des explorateurs et de commerçants. Mais le commerce entre l'Europe et l'Asie orientale, les Indes, passe pour la quasi-totalité entre les marins des intermédiaires musulmans, les marchands chrétiens, vénitiens et génois surtout, n'assurant que le transport en Méditerranée. La volonté de trouver une voie directe vers les Indes se concrétise d'abord au Portugal, dès les années 1410 avec l'infante Henri le Navigateur qui lance l'exploration systématique des côtes d'Afrique. En 1488, Bartholoméo Dias parvient jusqu'à la pointe la plus au sud de l'Afrique. Sur le chemin du retour, il nomme ce lieu le cap de la Tourmente en raison de la présence des vents violents. Il est rebaptisé par la suite le célèbre cap de Bonne-Espérance par Jean II du Portugal pour l'espoir qu'il procure d'atteindre l'extrême orient. Et en 1498, Vasco de Gama arrive enfin aux Indes et ouvre la voie vers l'est. Plusieurs bulles pontificales ont entériné l'exclusivité des Portugais en Afrique du Sud des îles Canaries, possession de la Castille. La reine de Castille, Isabelle, et son époux, le roi Ferdinand d'Aragon, reconnaissent cette situation par le traité d'Alcacovas en 1479. Après avoir achevé la Reconquista, je rappelle le 3 janvier 1492, les rois catholiques chargent Christophe Colomb d'atteindre les Indes en traversant l'océan Atlantique. En octobre 1492, Colomb découvre plusieurs îles des Caraïbes, notamment Hispaniola et Cuba, qu'il identifie comme des territoires inconnus des Indes. Ces découvertes étant revendiquées par le roi du Portugal, un compromis est signé en le 7 juin 1494 sous l'égide du pape Alexandre VI, le traité de Tordesillas. Il établit un méridien divisant le monde entre une zone d'exclusivité portugaise et une zone d'exclusivité castillane. Ce méridien est situé à 370 lieues à l'ouest des îles du Cap-Vert, laissant notamment l'est du Brésil encore inconnu aux Portugais. Après avoir colonisé Hispaniola, à partir de 1493, les Espagnols entament leur expansion en Amérique. La Jamaïque en 1509, Cuba en 1511. En 1516, un important changement a lieu pour la couronne espagnole, la mort de Ferdinand II d'Aragon, veuf depuis 1504 d'Isabelle de Castille. Né à Gand, son petit-fils Charles de Habsbourg, 1500-1558, souverain des Pays-Bas, lui succède en tant que Charles Ier de Castille et d'Aragon. En 1519, il devient héritier des possessions de la maison de Habsbourg et en 1520, il est élu empereur du Saint-Empire romain germanique sous le nom de Charles Quint. Et il se forme ainsi un véritable empire des Habsbourg dans toute l'Europe. À cette époque,
Le projet initial de Christophe Colomb reste inachevé. C'est Magellan qui décide de le mener à bien. Magellan est un Portugais. Il a donc eu accès au comptoir portugais des Indes. Il a notamment séjourné à Malacca en 1511-1512. Il reçoit des lettres des Moluques de son ami Francisco Serrao, qui s'y trouve à partir de 1512. Les Moluques sont alors le producteur exclusif du clou de girofle. Magellan est persuadé que les Moluques, les îles aux épices, se trouvent dans la moitié du globe qui revient à la couronne de Castille. Il pense pouvoir les atteindre en naviguant vers l'ouest et en trouvant un passage vers l'océan qui sépare l'Amérique de l'Asie. Il se met donc au service de la couronne de Castille. Le roi Charles Ier accepte son projet en 1519, de même que les rois catholiques avaient accepté celui de Colomb en avril 1492. Après avoir atteint les Moluques, un des navires de son escadre effectuera le tour du monde, ce qui n'était en rien le projet initial. L'événement eut un retentissement considérable en Europe, comme le souligne Pierre Chaunu. Jamais le monde n'a été aussi grand qu'au lendemain du périple de Magellan. Ce voyage est dès le XVIe siècle l'objet de récits, commentaires et témoignages, mais les premiers travaux importants concernant Magellan datent du XIXe siècle avec la publication en 1864 d'une biographie du navigateur par l'historien chilien Diego Barros Arana. Ces travaux amènent des auteurs européens à écrire eux aussi sur ce sujet à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, jusqu'aux synthèses très importantes de José Toribio Medina en 1920 et celle du vicomte de Lagoa en 1938, date à laquelle tous les documents d'archives disponibles sont connus et publiés. Les origines de Magellan et les détails de sa vie avant le départ pour les Moluques sont incertains. En revanche, le voyage est dans l'ensemble bien connu grâce à plusieurs documents d'époque. En premier lieu, le journal du voyage de Magellan d'Antonio Pigafetta, un des survivants du périple. Son manuscrit est perdu, mais il en existe 4 copies, 3 en français et une en italien. La plus complète étant le manuscrit de Yal. Il existe également des lettres et des dépositions, ainsi que des récits et témoignages plus fragmentaires, comme le journal de bord de Francisco Albo, le récit de Rines de Mafra, ou le carnet de bord du pilote génois. Tous ces documents ont permis aux historiens de retracer la totalité du parcours de la flotte de Magellan et d'identifier les lieux visités. Les chroniqueurs du temps ont rendu compte de l'exploit du côté espagnol Maximilianus Transylvanus dès janvier 1523, Pierre Martyr d'Aguilera en 1530 et le chroniqueur royal Antonio de Herrera y Tordesillas en 1601, plus tardif mais plus fiable que ses prédécesseurs Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés et Francisco López de Gomara. Du côté portugais, Fernão Lopes de Castaneda, Damião de Gois et João de Barros. Pedro Reinel et Jorge Reinel, cartographes portugais venus rejoindre Magellan, dessineront en 1519 une splendide carte du monde, plaçant les Moluques sur les indications du navigateur à l'ouest du Pacifique. Mais clairement, dans le domaine du roi d'Espagne, cette carte, dont un fac-similé est conservé à la Bibliothèque nationale de France, est reproduite au paragraphe traversé du Pacifique et mort de Magellan 1520-1521, ci-dessous. L'aventure va être longue, les amis, mais vous en faites pas, on va diviser en plusieurs parties. On va déjà commencer par les débuts de Magellan au service du royaume du Portugal, c'est-à-dire en 1480-1517. Fernand de Magellan serait né vers 1480 au nord du royaume du Portugal. Plusieurs localités telles Sabrosa, Ponte da Barca, Vila Nova de Gaia ou Porto revendiquent d'avoir vu naître Magellan. Il appartient à l'une des branches de la vieille lignée des Magalhães, famille noble du nord du Portugal, dont l'origine remonte à la fin du XIIIe siècle. Les historiens peinent à le situer dans l'arbre généalogique et ignorent tout de sa jeunesse.
Quelques traces suspectes semblent indiquer que ses parents, Ruy de Magalhães, Alcaide Mor, gouverneur d'Aviero, et Alda de Mesquita appartiennent à la petite noblesse. Dès son plus jeune âge, son père obtient peut-être qu'il soit page à la cour de la reine Éléonore de Viseu, où il apprend probablement la navigation et l'astronomie, enseignée notamment par Martin Behaim. La première mention historique sur une pièce d'archive le désigne comme supplétif, donc sobre saliente, et pensionné moradores de la maison du roi de la flotte de Francisco de Almeida, nommé vice-roi des Indes orientales portugaises. Le 25 mars 1505, à l'âge de 24 ans, il quitte Lisbonne et monte à bord d'une armada de 20 navires et d'environ 1500 hommes. Le 16 mars 1506, il participe à son véritable premier combat lors de la bataille de Cananore, où la flotte portugaise affronte l'armada de Zamorin. Il en ressortira blessé, il est envoyé à Sofala en Afrique, puis transféré à Lisbonne pendant l'été 1507. Frustré de son court périple, il souhaite rapidement repartir avec une prochaine flotte portugaise vers les Indes. Il participe à l'expédition du navigateur Diogo Lopes de Sequeira, qui est à la tête de 4 navires grâce aux informations fournies par le voyageur italien Ludovico de Bartema, révélant les richesses abondantes de la région d'Extrême-Orient et surtout qui confirme l'existence des Moluques, surnommées les îles aux épices. Ainsi, la flotte part en direction de Malacca, une ville portuaire stratégique pour détenir le monopole commercial de la région des Indes selon des Sédires. En 1509, du mois d'avril, la flotte atteint les Indes et à la mi-août, elle parvient à Cochin. Et c'est là-dessus que nous allons nous arrêter, mais j'ai une bonne nouvelle, nous retrouverons la suite des aventures de Fernand de Magellan, que l'on surnomme Magellan, demain dans la suite avec notre rendez-vous du 22h30 aventurier, 11e numéro qui sera consacré donc à notre navigateur Magellan. Tous les programmes sont à retrouver sur Ado Kids TV, bien évidemment. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une excellente soirée. Dans quelques instants, le 23h Mobido qui vous attend pour de nouvelles aventures à la découverte du réseau de transport en commun Ginko. C'est à Bezac, Besançon. Passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Merci, salut. Mes petits pouces et mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'Ado Kids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Ado Kids TV. Et c'est la fin de notre 21h30 Géo, de notre 22h30 aventurier. Merci à vous de votre fidélité et de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous